Alors, sans plus tarder, je vais poursuivre rapidement la conversation euh, autour d'une mission que j'ai faite en France et en Belgique l'année dernière avec ma collègue Ève Champagne pour voir comment, pour le modèle d'affaires de Réco, on pouvait s'inspirer de ce qui se faisait ailleurs, ce qui se faisait de bien et ce qui pouvait nous aider à prospérer de notre côté. On a une clientèle particulière une clientèle particulière de particuliers, pardon, avec des entrepreneurs, des architectes, des artisans et les municipalités qui s'intéressent maintenant aussi à la déconstruction. On est un site de dépôt et de collecte et puis on exerce un excellent service, un service à la vente, service conseil. Et puis, sous peu, on aura notre inventaire en ligne. C'est un long travail de répertorier tous ces matériaux qui sont tous différents les uns des autres. On cherche aussi à faire de la formation comme aujourd'hui. C'est une belle occasion de démystifier ce qu'on peut faire en réemploi ici au Québec. On est en train de développer un service de diagnostic ressources grâce à la formation qu'on a reçue à Marseille auprès de Valérie Descaux. Et puis, on a aussi d'autres services à l'étude euh, pour soutenir les initiatives des entrepreneurs en déconstruction et pour soutenir le design par le réemploi. OK. L'objectif des missions qu'on est allé faire en France et en Belgique, c'était donc de se mettre à jour sur les bonnes pratiques commerciales là-bas et puis d'acquérir des expertises qu'on pourrait appliquer ici au Québec. La mission donc a démarré dans le sud de la France et est remontée jusqu'à Bruxelles en Belgique. Et puis au départ, on a visité des bureaux d'études comme celui de Valérie Descaux. Mais là, je veux surtout vous parler des filières probantes que l'on a découvertes dans les centres de matériaux de réemploi que l'on a visités à Lyon, également à Paris et à Bruxelles. Si le clicker veut collaborer. Ces filières-là, à Bruxelles également, Rotor, qui est un des pionniers dans la région bruxelloise et toute la Belgique. Ces filières-là se euh, répertorient principalement autour de grands axes. Le bois sous toutes ses formes, que ce soit le bois de charpente, le bois de grange, les parquets, donc les planchers de bois franc. Tout ce qui est minéral, comme les pierres, les pavés, on a vu l'exemple des moellons, des bordures de trottoirs, sont des éléments qui sont faciles à récupérer quand on est bien outillé pour le faire. Briques et tuiles, donc tout ce qui est argile, terre sèche, ardoise, carrelage, revêtement de sol et revêtement muraux, des moquettes et des tuiles de tapis, comme on dit chez nous, lavabo et sanitaire, énorme marché pour ça là-bas. Les radiateurs, les planchers techniques qui sont très utilisés là-bas dans les tours à bureaux, qui réussissent à recertifier et remettre en circulation. Je pense entre autres à l'entreprise Mobius qui excelle en la matière. Il y a aussi toute la notion des portes et des fenêtres qui sont des éléments très faciles à recirculer, surtout pour les portes, mais ça prend des précautions, ça prend une déconstruction soignée pour y arriver. On parle aussi donc d'acier structurel, un peu comme Valérie en a parlé brièvement, et puis les pavés et les dalles de béton. Ils sont capables de scier des voiles de béton pour en faire des plus petits ouvrages qui peuvent servir en paysagement, par exemple, ou pour des abribus. Donc, c'était très intéressant de voir ce qui a été euh, développé là-bas, les filières qui ont été développées. Et évidemment, comme on en parle durant ce panel, c'est tout un écosystème qu'il faut mettre en place et ça ne peut pas se faire en un jour. En attendant que nous, on soit rendus aussi loin que les Européens, je vous invite à consulter les fiches du FCRBE. Ils ont un Reuse Toolkit qui comporte une vingtaine de fiches en français, en anglais et aussi en flamand. Et puis, chaque fiche permet donc de démystifier un peu les types de matériaux,
comment on peut s'y prendre pour les démanteler avec soin. Et évidemment aussi, ce qui est très important à la fin, c'est que chaque fiche comporte une empreinte carbone au bas de la fiche. Évidemment, c'est des données qui concernent une base de données référencée en Europe, mais on peut quand même identifier les points chauds. Donc, nous, en tant que Nord-Américains, on peut comparer les différentes matières, puis peut-être si on veut faire un premier pas vers le réemploi, ben, c'est d'identifier les points chauds dans le bâtiment sur lesquels on peut travailler en priorité et mettre nos efforts dans ces premières filières-là avant d'être capable d'en déployer davantage. Alors, voilà, c'était ma petite incursion dans le panel pour couvrir la partie de la chaîne de valeur qui est sur les filières qui sont développées là-bas. Maintenant, je cède la parole à Madame Karine Hiernaud. Voilà, donc moi je vais vous présenter, comme Caroline a introduit, l'attestation Safety in Circularity, qui a pour objectif d'informer sur la qualité du processus de réemploi tout au long de la chaîne de valeur. Alors, comment est née cette attestation? En fait, il existe en Belgique, et particulièrement à Bruxelles, puisque la Belgique est structurée en trois régions, la Flandre, Bruxelles et la Wallonie. Et donc, la région de Bruxelles a mis au point tout un programme d'accompagnement des sociétés qui veulent se lancer dans des projets d'économie circulaire et qui s'appelle Bicircular. Vous avez l'adresse du site internet ici, bicircular.be.bruxelles. Et donc, chaque année, ils supportent, au travers de subsides qui vont jusqu'à 50 000 euros, des projets d'innovation circulaire qui ont comme objectif de développer, de booster un peu l'économie circulaire dans le territoire de la région bruxelloise. Et SECO, en tant que bureau de contrôle technique bâtiment, mais surtout pour sa partie certification et pour ses liens avec les compagnies d'assurance, a été approché par deux sociétés, Bâtiter, qui a été citée par Caroline, qui est une ressourcerie locale, qui est active dans le social et surtout dans la circularité, l'économie circulaire ici à Bruxelles, et l'entrepreneur général Jacques Delance, une grosse entreprise de construction. Ils étaient tous les deux confrontés en fait à une exigence de la région bruxelloise qui vise maintenant sur les chantiers de rénovation, mais aussi les chantiers neufs, à obliger un certain pourcentage de matériaux de réemploi dans les chantiers. Et donc, l'entrepreneur s'est retrouvé face à une exigence où il devait, lui, livrer sur un chantier bruxellois des matériaux de réemploi à hauteur d'un certain pourcentage et se poser la question de la garantie concernant l'utilisation de ces matériaux de réemploi pour lesquels il n'existe aucun certificat, aucune confirmation des qualités, aucun test sur la qualité des matériaux et sur le risque que cet entrepreneur prenait en proposant ces matériaux de réemploi. Bâtiter, qui lui revend ces matériaux, était régulièrement confronté au problème de la qualité qu'il remettait sur le marché, puisqu'il ne pouvait pas non plus attester d'une certaine qualité au travers de tests éventuels ou d'un certain savoir technique. Et donc, tous les deux sont venus presque naturellement chez Seco en disant, bah, est-ce qu'on ne se mettrait pas ensemble pour essayer de répondre à ce besoin de rassurer sur la qualité des matériaux qu'on remet sur le marché, sur la qualité des informations que l'on donne au marché. Et c'est comme ça qu'est née l'attestation Safety in Circularity. Alors, quelle a été notre philosophie d'approche? On a choisi volontairement de ne pas se concentrer sur le produit parce que souvent, c'est ce qui est demandé. Ah, garantissez-moi les valeurs du produit, les caractéristiques du produit, en quoi ce produit est-il fiable. Sauf que quand on prend ce biais-là, ou cette direction-là, chaque fois, c'est une question différente. Chaque fois, c'est un chantier ad hoc. Chaque fois, il faut tout recommencer. Chaque lot est différent. Chaque produit récupéré a des caractéristiques particulières. Et donc, chaque fois, on doit refaire le processus à partir de zéro. Or, on a constaté que sur le marché, il y avait déjà des acteurs aujourd'hui, parfois depuis plusieurs générations, qui étaient actifs dans la récupération, dans le traitement, le nettoyage et dans la remise sur le marché de matériaux de réemploi. Et donc, ces sociétés avaient mis en place toute une manière de travailler, tout un processus. Et donc, on s'est dit, ben, au lieu de s'attacher au produit, on va regarder le processus.
Et on a donc appliqué un peu le principe, le même principe, alors sans trop de prétention. Il existe pour les matériaux neufs le marquage CE en Europe. Hein. Tous les matériaux pour la libre circulation sur le sol européen doivent avoir le marquage CE. C'est une obligation légale. Par contre, pour les matériaux de réemploi, rien n'existe encore parce que la norme harmonisée n'existe pas. Et donc, on ne peut pas certifier sans pouvoir s'appuyer sur une norme harmonisée. Et donc, en absence de marquage CE pour les matériaux de réemploi, eh bien, on a voulu essayer de compenser avec une approche au niveau du processus, ce qu'on fait également dans le cadre du marquage CE. Et donc, cette attestation qui regarde le processus mis en place par l'entreprise, à savoir est-ce qu'il est continu, est-ce qu'il est fiable, est-ce qu'il est documenté, permet d'attester du sérieux, du savoir-faire des acteurs, ce qui rassure déjà les différents interlocuteurs, prescripteurs, utilisateurs, ce qui permet également de reconnaître le savoir-faire des interlocuteurs, mais aussi la fiabilité des informations qui sont communiquées, parce qu'ils savent exactement, ils documentent leur processus. Et le fait d'avoir une reconnaissance officielle par une tierce partie permet un accès aux chantiers publics et privés dans le cas d'exigences sur la circularité. Donc, en d'autres termes, ce genre de démarche, de processus d'attestation permet à toute la chaîne de se professionnaliser. Et donc, le principe que l'on a mis en place avec l'attestation, c'est d'avoir un cadre général, je vais revenir tout de suite sur ce que ça veut dire, qui soit applicable à toute typologie de matériaux, donc qui s'applique quel que soit le matériau qu'on va récupérer, on va appliquer la même logique. Par contre, on aura des annexes et qui couvriront des exigences techniques et qui seront complémentaires au cadre général et qui, elles, vont effectivement porter sur l'aspect spécifique d'une filière de matériaux. Et donc, cette attestation de processus vise à couvrir, comme je disais, toute la chaîne de valeur des matériaux de réemploi, du démontage et des constructions, en passant par le traitement ou le stockage des matériaux. On peut se faire attester pour une ou plusieurs étapes du processus. On peut attester une société qui ne fait que du traitement, du reconditionnement, ou une société qui ne fait que du stockage, ou une société qui ne fait que de la déconstruction, et ce pour une ou plusieurs filières de matériaux. Certains se sont spécialisés dans les briques de façade, par exemple, d'autres dans la pierre naturelle, certains dans les sanitaires, hein, comme disait Caroline, tout ce qui est récupération de sanitaires et remise sur le marché, c'est un très très gros marché, mais les faux planchers techniques également, avec certaines contraintes, par exemple, de réaction au feu. Il y a une exigence en Belgique d'avoir fait le test de réaction au feu pour les faux planchers techniques. Et donc, dans le cadre de réemploi, c'est également une donnée dont il faudra tenir compte. Et donc, les sociétés peuvent se faire attester pour une ou plusieurs phases et pour une ou plusieurs filières de matériaux. Alors, quel avantage est-ce que ça donne comme on le disait au niveau de l'objectif, c'est de donner la confiance, de renforcer en tout cas la confiance quant aux informations qui sont disponibles concernant le matériau que l'on veut revendre ou que l'on veut utiliser. Et on va pour ça documenter les informations que l'on a sur l'origine des matériaux quand on la connaît, sur les conditions de la première mise en œuvre, qui sont souvent très importantes, sur ce qui s'est passé pendant la durée de vie du bâtiment, par exemple une brique de façade, si le bâtiment a été inondé 3 fois pendant sa durée de vie, la brique elle a pris l'eau, est-ce qu'elle a été endommagée, est-ce que sa géliosité a été impactée, donc ce sont toutes des informations qui sont importantes pour pouvoir qualifier ou rassurer sur les conditions de la brique. Les méthodes de récupération, est-ce qu'une méthode de récupération appliquée a pu dégrader le produit, l'endommager, voire faire en sorte qu'il ne soit plus applicable dans la même utilisation? Les conditions de démontage, le traitement, donc le fait de le nettoyer, on peut aussi, en nettoyant un pavage ou une bordure, l'abîmer, et éventuellement les conditions de stockage. Et donc, l'attestation, au travers de tout ce travail de documentation, permet également d'assurer la traçabilité des matériaux de réemploi, et ça permet également de faire un choix ou de prendre des décisions au niveau d'un prescripteur. Par exemple, un produit d'isolation en laine de verre, on connaît l'épaisseur parce qu'on le voit, mais on ne connaît pas sa valeur lambda, sa valeur d'isolation thermique. Si on a un lot de 100 mètres carrés,
on ne va pas nécessairement refaire le test. Et donc, on va déclarer une valeur par défaut. Donc ici, le fait de ne pas avoir l'information sur le lambda, c'est aussi une information. Et c'est aussi une information importante parce que l'architecte, lui, qui se retrouve confronté à un lot d'isolants qu'il peut utiliser pour un certain projet, le fait de ne pas avoir la valeur lambda exacte, ça veut dire qu'il va devoir prendre la valeur par défaut, à 0,04 au lieu de 0,032 par exemple. Ça veut dire qu'au lieu d'utiliser 12 cm d'isolant dans sa toiture, il va peut-être devoir en utiliser 20 ou 22. Et donc, ça va dimensionner le bâtiment avec des conséquences sur la structure, la charpente. Donc, le fait de ne pas avoir l'info va avoir un impact important sur le choix. Et on pourra décider en fonction de ça de dire, bah non, ce lot-là, je ne le prends pas pour ce chantier-là parce que le reste va être impayable. Je vais me retourner sur une autre solution. Donc ça c'est très important. L'attestation permet également de valider le processus de qualité interne d'une société. Donc, soit on est dans un contexte général au niveau d'un projet et on a affaire à des normes, des agréments techniques, des prescriptions techniques qui ont force de loi plus ou moins. Il y a un cadre de qualité externe qui existe, c'est-à-dire qu'il y a des audits, il y a un expert qui vient, il y a des rapports d'essai qui existent, on a des agréments, on a des certificats, auquel cas on peut s'appuyer sur ces documents-là pour garantir la fiabilité d'un produit, notamment dans le cadre de la garantie décennale. Soit on n'a pas ces éléments externes et on met en place alors un cadre de qualité interne. Donc les sociétés qui sont actives dans la déconstruction, les entreprises générales actives dans la déconstruction, mettent souvent en place un cadre de qualité interne, donc des processus internes, sans avoir nécessairement, sans pouvoir nécessairement avoir recours à des tests, à des agréments qui existent déjà. Et donc là, on va faire appel à une tierce partie pour venir auditer ce processus interne qui a été mis en place. Et Safety in Circularity s'inscrit dans ce cadre de qualité interne. Donc, c'est une sorte de validation de ce cadre de qualité interne qui a été mis en place. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant la démarche? Elle a également séduit les assureurs chez nous. Donc, il faut savoir que SECO est le co-créateur de l'assurance garantie décennale en Belgique. Et donc, spontanément, les acteurs de la construction se sont aussi tournés vers SECO pour dire, bon, ben, vous aviez été co-initiateur de la garantie décennale dans le cadre des matériaux neufs, mais ici, on est confronté à une autre réalité, aidez-nous. Et donc, on voit que effectivement, aujourd'hui, un des principaux freins à la réalisation de la construction circulaire, ça reste l'assurabilité, le risque en fait, qui est couvert ou non, au niveau d'un architecte, au niveau d'un entrepreneur. Alors, on sait que le risque vient d'une situation qui est peu connue et aujourd'hui, on essaie de documenter un maximum et le fait de passer par cette attestation qui remet la documentation du matériau à plat permet de rassurer également. Et donc, il y a déjà beaucoup de choses qui sont assurables dans la construction et notamment dans la construction circulaire, mais il y a également aujourd'hui une zone grise qui vient des deux côtés, qui a pour origine un peu le côté preneur d'assurance assuré et les assureurs de l'autre côté. Du côté preneur d'assurance, donc les gens qui sont assurés, d'une part, ils ne sont pas toujours conscients des risques qu'ils prennent quand ils choisissent un matériau de réemploi. Si de visu, le matériau a l'air de bonne qualité, ils font confiance. Ils ne savent pas toujours comment normaliser les risques, même s'ils savent qu'il y a des risques, quelle est la norme, à partir de quoi, sur quoi je peux me baser pour dire que c'est bien ou pas. Et ils n'en parlent pas, en général, à leur compagnie d'assurance, qui vont faire appel à des matériaux de réemploi parce qu'ils ont peur de voir leur prime revue à la hausse. Que les assureurs aient la réaction de dire ah mais la situation va être plus risquée donc on va augmenter la prime donc ça participe au fait que les preneurs d'assurance n'en parlent pas trop et de l'autre côté on a des assureurs qui aujourd'hui sont encore très réactifs par rapport aux dommages causés sur un chantier et très peu proactifs. Ils interviennent quand il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ils ne posent pas non plus de questions ciblées sur la construction circulaire à leurs assurés, simplement parce qu'ils ne sont pas formés pour.
ils n'en ont pas conscience ou ils n'ont pas conscience du type de questions qu'il faut qu'ils posent. Et donc, il y a toute une partie d'éducation, de prise de connaissance, de formation qui doivent être également réalisées au niveau des assureurs. Alors, l'impact de cette zone grise n'est pas neutre parce qu'elle peut avoir de gros risques financiers, peut impliquer de gros risques financiers. Si on fait appel à des matériaux de réemploi de mauvaise qualité, on prend un risque sur la stabilité, éventuellement l'étanchéité de certains bâtiments, avec des conséquences financières importantes. On risque d'avoir une perte de la qualité de la construction. Aujourd'hui, la construction neuve est gérée par des normes, par des certifications, etc. Si la partie de matériaux de réemploi est stimulée mais n'est pas contrôlée de la même manière au niveau de la qualité, ça risque d'avoir un impact sur la qualité du parc construit. Et la transition est ralentie, donc la transition vers la circularité est ralentie due à l'incertitude quant à cette assurabilité. Et donc, on a intérêt, si on veut booster le marché, à répondre à ce besoin d'assurabilité. Alors, comment parvenir à convaincre tous les acteurs? On a constaté qu'en fait, il faut faire circuler l'information, avoir des échanges entre toutes les parties et le plus en amont possible des projets. Donc, il existe une manière de travailler que l'on appelle BOW Team, alors c'est Building Team en anglais, qui implique toutes les parties prenantes du projet bien en amont. Donc, déjà au niveau de la phase design, de pouvoir déjà intégrer des joueurs comme SECO, qui est un bureau de contrôle, au lieu de dire, ben voilà, maintenant le chantier est construit, venez contrôler si la mise en œuvre est correcte, d'impliquer ce genre d'acteurs dès le début. Si on conçoit le bâtiment de cette sorte, avec tel type de matériaux, quels sont les risques, quels sont les pourcentages de réemploi potentiel des matériaux sans risque, aussi dans une deuxième vie. Donc, toutes ces démarches doivent être menées très en amont et ça va rassurer les assureurs également. Et donc, on va accélérer on va prendre un peu plus de temps au début, mais on va accélérer toute la phase qui va suivre de façon assez importante. Alors, comment obtenir cette attestation aujourd'hui et qui peut être attesté? Cette attestation Safety and Circularity s'adresse à tous les acteurs du secteur de la construction qui sont actifs dans le réemploi pour une ou plusieurs phases du réemploi, donc de manière partielle ou complète. Et le processus est basé sur une évaluation qui se passe au siège de l'entreprise, où systématiquement, ça c'est le cadre général, on va passer en revue la documentation. Donc, est-ce qu'on sait ce qu'on fait? Est-ce que le processus est documenté? Qui fait quoi? Est-ce que les gens sont formés chacun à leur poste? Est-ce qu'ils ont un backup? Si on utilise des machines, est-ce qu'elles doivent être entretenues? Est-ce qu'elles sont entretenues de manière correcte, comme prévu? Donc vraiment, on va passer toutes ces phases de manière systématique en revue. Ensuite, on va aller sur chantier si c'est par exemple du démontage, en atelier si c'est du nettoyage, de l'entretien, du traitement, contrôler si sur chantier on applique effectivement la théorie. Et si tel est le cas, on délivre une attestation qui sera valable 3 ans et qui sera reconductible au travers d'audits annuels de contrôle qui permettront également de suivre l'évolution de la société, puisque ce n'est pas figé dans le temps, ce n'est pas figé non plus au niveau des filières, au niveau des méthodologies que l'on met en place. Et donc, il faut vraiment accompagner le processus. C'est aussi un des objectifs de l'attestation. Alors, en quoi constitue l'attestation concrètement? Qu'est-ce que la société qui se fait attester a en main? Elle va avoir une attestation. Donc, au lieu d'avoir un certificat, elle aura un document d'attestation qui va reprendre un petit tableau récapitulatif qui indiquera pour quel type de phase des constructions, traitement ou stockage et pour quelle filière de matériaux la société est effectivement attestée, avec une date de validité évidemment. Hein. Donc, l'attestation est évolutive, elle peut au fur et à mesure de la vie de l'entreprise, on peut ajouter une filière ou supprimer une filière éventuellement. Ces informations sont publiées sur le site web de Safety and Circularity. Donc, c'est en toute transparence vers le marché. Un prescripteur privé ou public, un entrepreneur peut toujours, un maître d'ouvrage peut toujours regarder sur le site si l'attestation est toujours valable, si ce que l'entreprise lui vend correspond à la réalité.
Et le bulletin d'attestation par typologie de matériaux accompagne l'attestation afin d'aller un petit peu plus dans les détails et de montrer, ici par exemple dans le cas qui est cité, le démontage et le traitement ont été documentés, ont été étudiés point par point et seront donc vraiment visibles. Qu'est-ce qu'on a contrôlé au niveau du démontage, en quoi la société est-elle attestée, idem pour le traitement, mais rien pour le stockage. Donc l'entreprise ne pourra pas survendre l'attestation. Et puis, on a créé un template, mais qui est facultatif, de fiches produits, qui permet d'identifier les critères par filière de matériaux, les critères qui sont vraiment soit légaux, comme je disais tout à l'heure pour les faux planchers techniques, la réaction au feu doit être testée, on doit avoir une valeur à communiquer sur une fiche produit si on veut récupérer le produit, réutiliser le produit dans la même application, c'est-à-dire en termes de faux planchers techniques. Si on ne veut pas le réutiliser en termes de faux plancher technique, pas de problème, on ne fait pas le test de réaction au feu, mais la fiche produit permet d'identifier effectivement toutes les données qui sont connues et inconnues par filière de matériaux. Et il y a effectivement un site internet qui résume très très bien et qui va beaucoup plus en détail que ce que je peux vous dire ici sur le contenu de l'attestation, comment se faire attester, pourquoi se faire attester, à quoi ça sert et à qui ça s'adresse, donc en long et en large dans les deux langues nationales. Et vous avez les adresses mail et sites web ici dans la présentation. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'écouterai vos questions avec attention également. Bonjour, c'est la question à Madame Valérie. Et si, c'est-à-dire dans le processus où on a un bâtiment à défaire et les matériaux à utiliser dans un autre bâtiment, pendant la déconstruction, il y a le risque de bris. S'il s'agit par exemple des portes et fenêtres qui sont peut-être ils ne seront pas réparables. Ça veut dire comment vous gérez les risques des bris de matériaux qui sont un peu plus complexes. Eh bien, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un pourcentage de matériaux qu'on va déduire de la quantité de matériaux qui sont présents. Par exemple, si on a 100 fenêtres, on va dire qu'on pourra en réemployer 80. Et sur les 20, bah, après, on verra enfin, si on peut quand même les réemployer ou s'il il y a eu de la casse ou pas. Donc ça, c'est une première réponse. Deuxième réponse, on fait toujours, pas très souvent sur les gros gisements, un test de dépose de manière à sécuriser la piste de réemploi. Par exemple, aujourd'hui, on a affaire à beaucoup de granito. Ce sont des dalles de béton qui ont été poncées, qui datent des années 70. Et en fait, selon les bâtiments, ce granito se dépose très facilement ou bien est très difficile à déposer. Donc avant de le recenser comme étant un matériau qui a un potentiel de réemploi, on fait réaliser un test de dépose qui coûte souvent très peu cher et pour lequel souvent le maître d'ouvrage a une entreprise avec un marché à bon de commande qui peut venir faire réaliser ce test. Et donc, on est rassuré sur le fait qu'il peut ou pas. Donc, s'il peut pas, si on n'arrive pas à déposer ou qu'il faut trop de temps pour le déposer, on abandonne la piste du réemploi. Ah oui, pardon, c'est vrai qu'il fallait pas que je dise déposer. En fait, déconstruire, si on voit que le matériau est difficile à démanteler, à déconstruire, on va abandonner la piste du réemploi pour ce matériau. Deuxième question. Oui, bonjour. En fait, ça peut s'adresser à vous trois. Euh, Vous avez montré la différente façon, en fait, des différentes plateformes, différentes façons de mettre en pratique le réemploi. Vous avez parlé du diagnostic versus la préconception. En fait, est-ce que les matériaux sont réservés dès la période de conception? En fait, comment est-ce qu'on peut, en tant que concepteur, identifier les pistes spécifiques ou la source spécifique de matériaux si ça peut prendre des années avant que la réalisation se mette en place? Hum. Je peux répondre?
Vous avez une réponse? Euh, En fait, il y a un processus qui se fait dans le temps, c'est-à-dire entre le moment où l'équipe de conception va souhaiter utiliser ce matériau et le moment du chantier, il y a plein de cas qui vont se présenter, c'est-à-dire que soit c'est très rapide, par exemple. Je vous donne un exemple. On a été contacté par des architectes de Paris qui étaient en train de construire un auditorium avec la ville de Paris. Ils avaient prévu de la pierre en façade, donc ça, ils l'ont prévu il y a 2 ans dans leur projet. Mais en fait, ils n'ont pas trouvé la pierre qui pouvait répondre à leurs besoins et ils l'ont trouvée sur notre plateforme. Et donc, en 2 mois, nous, on avait déjà fait faire des essais sur cette pierre, donc pour la qualifier, parce qu'on avait un très gros gisement. Et donc, très rapidement, ils ont eu les certificats sur la pierre et les garanties qu'ils pouvaient l'utiliser. Et donc, ça s'est fait très rapidement. On a fait livrer les pierres sur leur projet. Donc, en fait, ça va vraiment être du cas par cas pour le moment entre les matériaux qui vont être réservés 1 an à l'avance, comme la charpente métallique que j'ai montré tout à l'heure, ou des besoins qui peuvent être mis dans le cahier des charges en option. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on met une souplesse dans les cahiers des charges, c'est-à-dire qu'on va avoir l'option neuf, on va mettre le réemploi en base, mais on va dire en cas, enfin, on veut avoir quand même un prix et la possibilité de mettre du neuf, donc on va le mettre en option. Pour le moment, tant que tout ça n'est pas institutionnalisé, on va dire, il faut qu'on se prévoie toujours une porte de sortie à tous les moments du projet, en fait. Ouais, C'est ça parce que ça peut devenir assez difficile pour un entrepreneur, par exemple, de gérer, de donner un prix sur un matériau neuf et de comparer le coût qu'aurait un matériau euh, recyclé là, par la suite aussi. Donc, si cet élément-là arrive en chantier, il y a aussi une composante économique là, qui est à gérer en termes euh, de valeur de ce matériau-là. Donc, autant en termes d'acquisition de la matière recyclée versus la matière neuve. Merci. Est-ce que l'une d'entre vous aimerait parler du flux tendu? Comment vous réussissez à vendre des matériaux des fois qui ne sont pas encore démantelés grâce à la plateforme? Parce qu'il y a toujours la notion du stockage. Tout à l'heure, on a demandé le bris. Bon, on fait euh, une proportion par rapport au démantèlement quand il y a des petits soucis. Mais comment on peut faire donc pour faire transiter les matériaux d'un chantier à l'autre sans avoir de période de stockage? Alors, en fait, souvent, soit on peut avoir du stockage sur le chantier de démantèlement, soit on peut avoir une zone de stockage sur le futur chantier de construction. Donc déjà, ça, c'est une première piste. Et une deuxième piste, c'est qu'on a souvent des possibilités de stockage temporaire si on est vraiment en flux tendu et que on n'a pas de place de stockage sur le site de déconstruction ni sur le site de construction. On a des solutions de stockage temporaire, soit chez l'entreprise qui va réaliser le démantèlement. Souvent, on a cette possibilité, soit des entreprises qui nous ont mis à disposition un espace de stockage en nous disant, bah, nous, on a de la place dans notre hangar, si vous avez besoin, on peut stocker temporairement. Donc en fait, où on a des bâtiments qui sont vides à proximité et de personnes qui mettent à disposition, enfin on travaille avec un autre acteur qui recense les bâtiments vides et qui met à disposition ces bâtiments qui peuvent être utilisés pour du stockage de matériaux. J'aurais une autre question par rapport à comment on peut prévenir la coactivité sur les chantiers. Je pense que vous avez travaillé là-dessus aussi avec un document. Est-ce que Valérie, vous pouvez répondre? Sur la coactivité, oui, c'est-à-dire que je pense que tu parles de quand on fait des chantiers de dépose avant la démolition. En fait, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est d'utiliser le temps où le bâtiment est là, il va être démoli, mais on a ce temps pendant lequel on sait qu'il va être démoli, mais il n'est pas encore démoli. Et donc, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on organise des chantiers de dépose en amont de la démolition. Par exemple, on a déposé des centaines de mètres carrés de grès cérame, de carrelage, avant la démolition, et donc on a fait un chantier de dépose. Et donc, l'entreprise a ouvert le chantier
et elle n'est venue dans le bâtiment que déposer le carrelage. Bah, comme on a vu pour les tomates, c'est un chantier qui s'est fait avant démolition. Et ça, c'est bien parce que ça permet de ne pas avoir ce temps qui est réduit entre le moment où on a l'ordre de démolir et le moment où le bâtiment doit être démoli, qui est souvent un temps qui doit être le plus court possible. Le fait d'utiliser le temps en amont, ça permet d'être décontracté sur la question du planning. Parce que le planning, c'est comme la question financière. C'est toujours le nerf de la guerre, en fait. Voilà. Donc, organiser des chantiers en amont, et ça permet de gagner ce temps. Et ça permet aussi de faire intervenir plusieurs entreprises, mais les unes après les autres. Quand tu parlais de coactivité, nous, on essaye d'éviter la coactivité parce que sinon, il faut qu'il y ait le CSP. Enfin bon, on a toute une réglementation sur les chantiers qui est complexe, où l'entreprise doit faire tout un cahier des charges de comment elle va intervenir, tout ça. Donc, en fait, on fait intervenir les entreprises séparément. L'électricien, l'entreprise d'électricité qui va venir déposer les appareillages électriques va intervenir avant l'entreprise qui va venir déposer le carrelage, etc., etc. Et donc, on peut faire des interventions dissociées avant démolition. Merci. Je pense qu'il y a une question au micro. Oui, alors merci pour vos présentations. Quelques questions. J'apprécie beaucoup toute la recherche qui a été faite aussi sur la question des assurances et aussi de tester les matériaux. En fin de compte, dans le domaine de la conservation du patrimoine, on a déjà des méthodologies et des partenariats avec des laboratoires pour être capable de tester certains matériaux. Mais aussi, dans le contexte de ces projets-là, il y a toujours un peu plus d'investissement pour être capable de préserver les valeurs patrimoniales dans les différents bâtiments, puis la majorité sont constitués par des matériaux. Alors, comment est-ce que vous avez réussi dans un contexte avec des matériaux qui sont plus récents, qui n'ont pas une valeur patrimoniale, pour aller trouver l'argent, pour aller tester les matériaux, puis aussi l'expertise pour être capable de bien expertiser ces matériaux-là? Je pense que je demanderais à Karine de répondre à cette question. Merci, Caroline. Donc, comme je disais, on ne teste pas nécessairement les matériaux puisqu'on se concentre sur le processus. Par contre, ce qu'on constate, c'est que les tests qui ont été mis en place par les entreprises qui récupèrent les matériaux sont parfois très basiques et ça convient. Par exemple, la récupération d'une tuile. Pour savoir si la tuile est de bonne qualité, ils font sonner la tuile, hein. Donc, on donne un coup avec un clou ou une vis et on écoute si la tuile sonne creux ou pas, si elle est cassée ou pas. Une pierre calcaire, c'est la même chose. Si on récupère une pierre calcaire et qu'on veut voir si elle n'est pas cassante, s'il n'y a pas un limé cassant, il suffit de mouiller la pierre et puis on attend que ça sèche. Et s'il y a une veine qui reste mouillée, ben, c'est l'endroit où elle va casser si on la réutilise. Donc, il y a des tests comme ça qui se mettent en place et qui sont l'expérience, le bon sens, l'utilisation, l'expertise des utilisateurs. Et puis, on se base aussi sur les tests existants pour les matériaux neufs et on essaye de trouver des alternatives. Par exemple, il y a une méthodologie qui est en cours de développement ici à l'Université de Bruxelles pour mettre au point une mesure alternative des valeurs lambda pour les isolants sur les matériaux de récupération principalement parce que on est conscient, et les fabricants en premier, que devoir faire tester une valeur lambda sur des petits lots, c'est irréaliste de passer dans un laboratoire accrédité ça va coûter 25 000 euros pour un lot qui en coûte peut-être 2 000. Donc voilà, et donc là, il y a des mesures alternatives qui se mettent en place et c'est basé sur l'expertise métier des gens de terrain et des gens qui s'occupent de la certification et qui sont au contact quotidiennement des méthodologies de tests qui sont d'application aujourd'hui. Je ne sais pas si Merci. ça répond à votre question. Merci, Karine. Juste une clarification. Toute cette notion d'expertise, c'est ça qui, je ne sais pas si vous bénéficiez aussi des compagnons du devoir en Belgique, mais
Nous, on bénéficie de cette expertise ici, puisqu'il y a plusieurs personnes, des maçons, des charpentiers qui sont ici, qui sont capables de faire sonner une pierre et Oui. de dire cette pierre est bonne ou pas. Mais autre que ça, que dans la conservation, ces gens-là ne sont pas dans ces domaines-là. Alors, je pense qu'il faut vraiment regarder de comment créer une banque d'expertise pour avancer. Il y a Valérie qui aimerait répondre à cette portion de votre dernière question. On ne va pas prendre d'autres questions, malheureusement, parce que c'est tout le temps qu'on avait, mais Valérie va répondre. Et après, j'aimerais donner juste un mot de la fin à chacune des panélistes, juste dire un conseil pour nous, les Québécois. Euh, quel conseil vous nous donnez? Et nous sommes plus au début de tout ce processus en un mot. Mais d'abord, Valérie. Juste une seconde pour répondre sur les matériaux les plus récents. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche les étiquettes ou les inscriptions qui sont sur les matériaux. Et souvent, on arrive à récupérer les fiches techniques. Même si le matériau a 10 ans, on récupère les fiches techniques. Donc voilà. Et pour le métal, on a affaire à des matériaux qui sont industrialisés sur lesquels on a des abacs qui nous donnent toutes les indications sur la résistance du métal à la traction, etc., dans le temps. Et donc, en travaillant avec les organismes comme le CTICM, qui est l'organisme technique du métal, on arrive à retrouver toutes les caractéristiques des charpentes, en fait, en fonction de l'année de construction. Voilà, c'était juste ce que je voulais rajouter. Merci. Ton mot de la fin, alors, Valérie, quel conseil tu donnerais aux Québécois dans le milieu de la construction pour partir du bon pied? Le conseil, c'est qu'il faut y aller, en fait. Allons-y, allons-y. Safa, quel conseil vous donneriez aux Québécois pour partir du bon pied avec le réemploi? Moi, je dirais du bon sens, en fait. Il n'y a rien que du bon sens pour vraiment développer ces démarches. Beaucoup de souplesse, beaucoup d'anticipation et surtout travailler ensemble, tout simplement. Excellent, merci Safa. Et Karine, pour terminer? Moi, je dirais communiquer le plus possible d'informations, communiquer entre les acteurs euh, très en amont, le plus possible en amont, sans oublier les assureurs, les gens qui font le design, pas penser que mise en œuvre. Merci à toutes les trois pour ce panel très éclairant. J'espère que vous ressortez de ce panel avec plus de confiance dans les processus que d'autres ont pu établir à l'étranger et qu'au Québec, on va être capable de se prendre en main pour mettre les processus en place pour garantir une longue vie à nos matériaux de construction. Donc, sur ce, on passe à une petite pause avant d'accueillir Christopher Simmons. Merci, Caroline. Merci à tous. Merci Et à bonne vous deux. continuation. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.